Connected Mate. Dans cet épisode du podcast, on va explorer un monde où les publicitaires et les marques se demandent s'ils doivent dire merci à ChatGPT ou se préparer à être remplacés par lui et ses confrères. Vous savez, Claude, Gemini, Midjourney, Sora, Kling, Suno et tous les autres. Nous allons explorer ce nouveau monde où les marques découvrent que leurs slogans peuvent être générés en 3 secondes, mais qu'il faut une stratégie bien humaine pour garder une vraie âme. Une vraie stratégie de marque. On va parler stratégie, créativité, data, éthique et même avenir des jobs pour les publicitaires et pour les marketeurs. Avec moi, une dream team d'experts qui ne mâchent pas leurs mots. J'ai nommé Charles Nastorg, Jean-Emmanuel Serré, Alice Desjardins et Christian Bellala. Ensemble, on va secouer à l'ère de l'IA tout ce qui bouge et va bouger big time pour les marques, pour le marketing, la com et la pub. C'est parti. Connected Mate. Eh bien salut les amis, je suis ravi de vous accueillir. Il y a par ordre d'apparition à l'écran Christian Bellala, chef d'orchestre de la protection des données. Il est avec nous. Bonsoir Christian. Bonsoir PPC et bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravi d'être une nouvelle fois ici. C'est un bonheur. Deuxième mousquetaire, Jean-Emmanuel Serré. Il est designer, encore industriel, mais toujours à l'écoute. Bonsoir Jean-Emmanuel. Hein, t'as dit quoi? Non, je rigole. Bonsoir tout le monde. T'as dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Troisième larron, Charles Nastorg. Il est assembleur de bulles et de business dans le B2B en tant que communicant. Bonsoir Charles. Bonsoir PPC, bonsoir à tous. Last but not least, notre amie Alice Desjardins, consultante marketing, prof de com, coprésidente d'un tiers-lieu et de plusieurs associations. Alice tente toujours de marier le digital, le marketing, la solidarité et l'écologie. Bonsoir PPC, l'équipe, à tous sur TikTok et aussi bonjour ou bonsoir à ceux qui nous écoutent dans le futur en podcast. Ah ouais, parce qu'on enregistre un podcast. Voilà, c'est un podcast qui est fait en live sur TikTok avec les commentaires et peut-être les voix d'ailleurs des participants sur TikTok. Et vous l'écoutez en ce moment sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. C'est bien cool. Alors aujourd'hui, une IA peut écrire un slogan, imaginer une pub, générer une image et peut-être même prédire ce que vous allez penser de tout ça avant que vous ayez eu le temps de réfléchir. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les marques ? Ça veut dire que la compétition ne se joue plus seulement sur qui a le plus gros budget, qui a la meilleure équipe créative. Non. Maintenant, il faut savoir qui maîtrise ces données, qui peut générer des insights à la vitesse de la lumière et surtout, qui reste humain dans tout ça. On en parle avec la rédac. Quand on parle de ce thème, en fait, en vrai, on parle de quoi ? Tiens, Charles, on parle de quoi ? Alors, pour moi, on parle déjà d'une opportunité et d'un risque. Une opportunité, c'est de personnaliser davantage ces publicités. Et puis le risque, c'est de mélanger, imposer des codes culturels, voire même du coup de brider l'imagination. Mais j'en dis pas plus, on va développer tout à l'heure. Ouais, bien vu, le teasing, il est pas mal. Alors, même question, c'est pour Alice, tiens. Bah oui, effectivement, c'est des opportunités et des risques côté personnalisation, surtout quand on voit à quel point l'IA est weird, donc avec une vision un peu occidentale et pas représentative de l'ensemble de la planète. Mais pour qui maîtrise bien les divers codes culturels et la tech, ça peut vraiment changer la donne. En plus, voilà, ça permet de créer du contenu rapidement avec moins de contraintes, tout plein de choses que l'on va dire, et notamment grâce à l'analyse des montagnes de données, d'anticiper ce que les consommateurs veulent, ou du moins pensent vouloir, car vous connaissez peut-être la célèbre phrase d'Henry Ford, l'inventeur du premier modèle de voiture accessible à tous, qui disait que s'il avait écouté ses clients, s'il avait écouté ce que voulaient ses clients, ils auraient répondu un cheval plus rapide. Donc c'est pas parce qu'on maîtrise les datas qu'on gagne forcément la bataille. Après, c'est vrai que l'analyse de poste ou de com, comme on va le voir, ça permet de dégager des idées, des insights, mais il faut bien avoir une vision globale de marque. Donc ouais, l'outil, c'est un outil de fou, mais c'est pas magique, et des vrais pros derrière avec une vision et des idées, ça reste la base, je pense. Ouais, t'as bien raison, on va en reparler, on va en discuter de tout ça, et quand tu nous rappelais Henry Ford, ça me faisait penser aussi à Steve Jobs, qui avait à peu près la même approche, en disant si on demandait leur avis, on aurait un truc un peu compliqué. Voilà, Jean-Emmanuel, tiens, allez, à toi de jouer. Quand on parle de ce thème, l'IA, les marques et la pub, on parle de quoi en fait ? En fait, on parle à qui en fait ? Est-ce qu'on parle aux oreilles, ou à l'oreille, C'est ça en fait. C'est est-ce qu'on va s'adresser à un groupe de personnes ou est-ce qu'on va s'adresser à un interlocuteur privilégié qu'on a en face de soi ? Ça, c'est la question.
Grosse question. Alors, allez, on garde peut-être le meilleur pour la fin. Christian, tiens, toi, quand on parle de STEM, on parle de quoi ? Le meilleur pour la fin. Je ne suis pas certain. Écoute, je ne suis pas une IA. De quoi parle-t-on ? Du coup, d'intelligence artificielle, évidemment. Et c'est vrai que là, donc, on est en plein dans les marques et la pub. Alors, c'est vrai que du coup, moi, j'ai hâte du teasing qui nous a fait Charles, opportunité versus risque. Évidemment, on entend aussi Alice et Jean-Emmanuel. Mais c'est vrai que, du coup, on parle beaucoup pour moi, l'IA avec la pub et les marques. Donc, évidemment, c'est la donnée. C'est beaucoup d'opportunités, mais tout en restant très, très, très prudent. Et donc, je pense que c'est le mot risque qu'a évoqué Charles. On pourra y revenir dessus, certainement. Ok, la data. Ok, c'est bon. Bon, moi, de mon côté, je vois... Allez, on va parler parce que c'est la séquence qu'on aime bien. C'est la séquence enjeu, ce qui est en jeu. Alors, de mon côté, je vois 3 enjeux. Le premier, c'est comment les marques peuvent-elles rester authentiques quand elles s'appuient sur des machines. Ça, c'est le premier enjeu, peut-être le challenge. Le deuxième que je vois, est-ce que cette automatisation géniale qu'il y a avec les IA, et les IA génératives notamment, est-ce que ça nous rend plus efficaces ou juste plus paresseux ? Ça, c'est à voir aussi. Peut-être dans la création publicitaire, est-ce que ça rend paresseux ? Puis le troisième enjeu, si l'IA devient tellement bonne que tout le monde peut produire des campagnes parfaites, comment on fait pour se démarquer ? Comment on fait pour émerger ? Comment on fait pour créer une préférence de marque ? Bonne question. Allez, je passe maintenant le micro à Alice. Alice, quels sont, de ton point de vue, les principaux enjeux ? C'est vrai que je te suis sur tous ces enjeux. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur le premier que tu as soulevé, à savoir l'authenticité, parce que c'est juste essentiel pour les marques et c'est un vrai défi avec l'IA. On peut se demander comment rester aligné à son identité de marque tout en utilisant des outils qui, par nature, standardisent et rationalisent la création. Et ça amène à un autre enjeu qui est proche, à savoir l'enjeu de différenciation. Car si tout le monde utilise des IA de la même manière, nourries aux mêmes bases de données, on peut se demander comment garantir que la marque elle va se distinguer alors que c'est le but même d'une marque. Après, il y a les questions des LLM propriétaires nourries de first party data ou exclusives qui devient centrale, mais on peut se demander si ça suffira pour être unique sans humain riche d'expérience derrière. Sinon, dans la liste des enjeux, il y a aussi un enjeu écologique parce que les impacts environnementaux de l'IA qui sont liés à la consommation énergétique massive des modèles, elle doit être pris en compte. Donc, on peut se demander comment intégrer cette dimension dans les stratégies publicitaires pour être à la fois performant et responsable. Je te reconnais bien là et tu as bien raison de ramener un peu cette IA finalement responsable, peut-être le publicitaire responsable. C'est un point intéressant aussi. Merci pour tes 3 enjeux, Alice. Jean-Emmanuel, sur ce thème, quels sont les grands enjeux que tu vois ? Alors moi, je vais revenir à un enjeu humain, c'est celui du brand content manager, en fait, que cette personne qui va devoir orchestrer tout ça et qui va devenir peut-être malgré lui un éleveur d'IA ou plutôt d'agents, en fait, donc des agents qui vont disséquer ce qui va être écrit sur les forums, sur tout ce qui tout ça pour analyser un petit peu tout ce qui se passe au niveau des profils types et d'ailleurs est-ce que aller sur les forums c'est l'IA a le droit, je sais pas, est-ce que c'est RGPD, on peut poser la question à Christian, mais voilà, en fait c'est un pouvoir de micromanagement, comme je disais un peu plus haut, c'est véritablement on parle à l'oreille de l'utilisateur et puis voilà, c'est un petit peu comme en design et en UX, parler d'atomic design, c'est-à-dire on va avoir des petites parties qui vont s'assembler pour répondre à des gens de manière privilégiée. Je reconnais bien là le designer qui est en toi. Peut-être clin d'œil aussi à notre ami Patrick, c'est ça, si j'ai bien compris. On pourra lui faire un clin d'œil. Tiens, alors avant de poser la question sur l'histoire du RGPD et puis demander aussi à Christian ses enjeux, je voudrais prendre aussi peut-être le commentaire de Guillaume qui réagit à ce que j'ai dit. Ouais, on pourrait me dire paresseux. Il me dit on passe tellement de temps à chercher la bonne IA pour chaque tâche qu'on n'est pas vraiment en passe de devenir paresseux. Ça, c'est peut-être une autre histoire, mais merci Guillaume pour ce commentaire. Christian, en répondant à Jean-Emmanuel justement sur ce sujet RGPD, quel est ton point de vue avant de nous donner tes enjeux ?
Une question directement dès le début de l'émission. Écoute, c'est vrai que la protection des données, c'est un sujet assez large et assez à prendre très 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 au sérieux. Donc il y a plusieurs réglementations qui se mettent en place, une qui existe depuis 2016 et puis donc là on a NIS 2 en fin d'année qui a déjà été mis en place en fin d'année précédente. Donc là il y a la IACT, il y a le consortium avec le RGPD et la IACT. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de réglementations. Dans tous les cas, ça va être très compliqué. Il faudrait 3 jours d'émission pour en parler. Pour répondre rapidement, c'est vrai que Jean-Emma a mis le doigt sur un sujet. Alors le scrapping, le fait de pomper des sites ou des données, donc ça c'est interdit, c'est facile, en tout cas en Union européenne. Donc voilà, c'est vrai qu'après on voit l'actualité, donc du coup il y a des réglementations différentes dans d'autres pays outre-Atlantique ou pas d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est un sujet donc qu'il va falloir suivre sérieusement parce qu'il peut avoir un impact très fort au niveau de la géopolitique. Et puis un peu plus léger, du coup, pour revenir à ta question, donc ce qui est en jeu, c'est vrai que au niveau de l'intelligence artificielle, générative ou pas, donc c'est vrai que ça va permettre je pense, en tout cas, de démarquer les campagnes au niveau des publicités. Donc ça va permettre un peu plus de ciblage, d'aller beaucoup plus loin, du coup, dans la construction, dans toute une campagne, parce que c'est pas juste une pub, c'est pas juste ce qu'on voit à la télé. Il y a toutes des équipes qui fonctionnent un petit peu, qui travaillent ensemble, et plusieurs agences aussi des fois. Donc c'est beaucoup de personnes, et c'est vrai que là, du coup, on rajoute donc un individu qui s'appelle l'intelligence artificielle, donc pour augmenter tout ça. Mais c'est vrai que comment dire, jusqu'où on va aller en fait, parce que c'est vrai qu'on rajoute de la data. Donc Alice l'a très bien dit, c'est son petit bébé, et puis moi aussi, ce côté RSE, ce côté planète. Du coup, c'est bien de tout ça, mais ça gaspille. Mais en tout cas, moi, je vois une aide que peut apporter l'IA, parce que même du coup, si du coup pour la planète, faut être vigilant, c'est que du coup, elle peut peut-être aussi aider dans la construction des campagnes et puis les diffusions des publicités qui pourraient être ciblées. On pourra en reparler. Du coup, faire moins de gaspillage de publicité en ciblant vers les bonnes personnes. Donc là, il faudra arrêter les scripts et algorithmes à la va-vite, mais du coup, faire une vraie intelligence artificielle. Et par contre, je rejoins ce qui a été dit par Charles, mais je crois qu'il va peut-être en reparler. On a déjà reparlé plusieurs fois. Donc, la data boucle. Du coup, si on n'évolue pas, les IA vont boucler entre elles, on aura toujours les mêmes informations, donc on aura toujours les mêmes pubs. Donc, pas la peine d'intelligence artificielle, on peut rester avec les algorithmes qu'on a, avec les mêmes lessives, parce que du coup, il n'y aura pas d'évolution. Donc voilà ce que je peux dire à ce moment-là. Joli, t'as marié l'IA responsable et la publicité responsable, donc champion du monde. Charles, de ton côté, les enjeux, qu'est-ce qui est en jeu ? C'est ce que commence à aborder Christian, c'est sur le fait qu'effectivement, côté consommateur, on va être enfermé dans des bulles algorithmiques. On sait que l'IA aujourd'hui générative génère, elle ne crée rien, ce qui fait que si au fur et à mesure elle voit que dans la data qui est plus ou moins fraîche, puisqu'on sait qu'aujourd'hui il faut un énormément de données pour pouvoir avoir de la précision et surtout de la pertinence pour avoir si jamais c'est un clic ou une autre action, puisqu'on sait que l'IA peut se transposer, se matérialiser bientôt dans le monde physique. Du coup, les consommateurs, notre profil va pas se mettre à jour tout le temps et on va s'enfermer dans des bulles, comme c'est le cas parfois sur des réseaux sociaux, où à force de liker, commenter certains sujets ou certains comptes, en fait, l'IA de ces plateformes va proposer assez souvent les mêmes contenus, les mêmes choses, ce qui va nous enfermer, nous empêcher de pouvoir profiter de nouvelles publicités, voire même ça peut amener les annonceurs à ne pas se renouveler, à ne pas amener de la nouveauté et surtout comment se démarquer dans un univers aseptisé d'audace. Connected Mate. Très joli, très joli. Comment se démarquer dans un univers aseptisé d'audace. Waouh, c'est beau ça. Bravo. Allez, on a vu les enjeux, on a vu la thématique d'ensemble. Peut-être qu'on pourrait se donner quelques exemples. Je vais garder l'ami Charles sous le bras. Quand on a préparé cette émission, ce podcast, tu m'as dit, j'ai repéré une dizaine de pubs d'OPLIA et tu voulais nous en parler. Dis-nous tout.
Vous l'avez déjà vu, il y a des publicités de type Etam qui ont utilisé une IA générative pour créer des affiches publicitaires. Les IA génératives ont énormément évolué et le monde de la pub a commencé à se les approprier de deux manières différentes. Soit en l'utilisant comme outil pour pouvoir animer des objets. Typiquement, le Danemark a fait une campagne publicitaire pour faire venir des touristes et ils animaient des tableaux très connus, type la Mona Lisa, qui racontait les bienfaits du Danemark avec d'autres tableaux très connus. Donc là, c'est le premier point, c'est-à-dire j'utilise l'IA générative comme un outil de création par rapport à ma publicité. Le deuxième usage, il y a à peu près une dizaine de pubs qui ont été faites dans cette façon-là, c'est de mettre l'IA générative dans la pub comme un acteur qui va servir en fait d'argument d'autorité. C'est-à-dire que par exemple vous avez Ryan Reynolds, je me trompe pas de Ryan, qui l'utilise effectivement par rapport à une publicité pour une marque de télécom, Mobile Mint, un truc comme ça. Et en fait il utilise l'IA générative pour valider des propos qu'il donne à l'écran. Et ce qui fait que l'IA devient elle-même actrice de la publicité. Donc il y a ces deux grandes tendances. Soit ça permet de créer effectivement des visuels un peu sympas ou de faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire sans trop sortir non plus du cadre. On est sur une publicité. Soit elle devient actrice elle-même des publicités en devenant un argument d'autorité. Et vous avez ça beaucoup, bien évidemment, de la part des États-Unis. Le Danemark est l'une des rares exceptions au niveau européen. Et après, vous avez deux Français qui l'ont fait, Undies et Belcherel, avec les LLM de DALL-E et de Midjourney. Très structuré, tiens. On passera peut-être à la pub Becherel tout à l'heure, c'est ça? Parce que Jean-Emmanuel l'a repéré aussi. On la montrera peut-être après cette publicité de Becherel, à moins que ce soit une autre. Christian, de ton côté, t'as repéré une pub d'une certaine marque? Une certaine marque, tu me dis, écoute, oui, ça fait quelques temps, en fait. Donc, c'est des publicités sur réseaux sociaux, essentiellement. C'est des contenus sur réseaux sociaux, donc ils sont pas télévisuels ou cinéma. Donc, du coup, c'est des contenus visuels, fixes, Maintenant, ça commence à être animé. Mais c'était des tests. Donc, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, ce que je trouve intéressant, c'est la démarche. Donc, c'est vrai que l'IA a été utilisée au début avec la génération d'images. Donc, c'est vrai que, du coup, ça tâtonnait. Et c'est vrai que, donc, le premier test, donc là, c'est une marque que vous connaissez tous, c'est un opérateur. Donc, c'est Orange. Du coup, il y a, en fin d'année de 2023, donc, il y a eu un premier test qui a été fait, dans les équipes. Et donc, du coup, ça a été publié sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est une mise en scène, donc pour mettre en scène en fait un produit, donc du coup un smartphone, c'est simple, et un service qui est associé, donc entièrement, donc là à 100% généré avec de l'intelligence artificielle générative d'images. Donc la difficulté qu'il y a eu, c'était de concevoir un prompt. Donc je vous rappelle que fin 2023, il y avait du coup un an d'ancien, un peu plus d'un an, même beaucoup plus sur l'intelligence générative d'images, mais du coup c'était vraiment les débuts de tâtonnement, donc la création en fait au niveau professionnel. Et c'est vrai que c'était intéressant dans le sens où du coup ça représentait, donc je sais pas si vous vous en souvenez, donc je vais remettre le contexte, donc c'était une personne en fait qui tombait en chute libre alors c'était pas un parachute, c'est comment ça s'appelle, c'est pour faire du saut, j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, et du coup il y avait un téléphone en main qu'elle perdait. Évidemment, cette action donc moi je trouvais ça très intéressant parce que l'affaire en réel, ça se faisait en réel. Mais du coup, il faut avoir quelqu'un qui saute à côté de la personne avec une caméra, un appareil photo, avoir la bonne composition d'image, faire plein d'effets après en traitement. Donc c'est très lourd, c'est très risqué pour les personnes qui sautent, y compris pour l'actrice du coup qui tient le smartphone et qui le lâche en plein vol. Donc là, ça a été à 100% généré par l'intelligence artificielle. Donc avec des petits imperfections qu'on connaît tous depuis, mais du coup qu'on a appris avec et que maintenant ils ont été corrigés par les plateformes, donc plein d'artefacts, plein, c'est exagéré quand je dis plein, mais du coup qu'on pouvait reconnaître avec un œil averti des détails, donc le nombre de doigts, etc. par exemple, le fond d'image qui était pollué de détails, voilà ce que faisait l'IA à l'époque. Donc voilà, donc c'est cette démarche, donc c'était progressif. Et actuellement, du coup, les équipes, donc ce qui est intéressant dans tous les contenus, il y a toujours de l'intelligence artificielle, mais du coup, c'est ce qu'a évoqué Charles, donc beaucoup de publicités qui sont arrivées après, c'est que du coup, c'est un travail collaboratif avec l'intelligence artificielle. Alors, c'est beaucoup dire qu'on dit collaboratrice parce que c'est pas une personne, l'intelligence artificielle, mais du coup, c'est un petit peu vu comme ça. Et c'est vrai que ça permet d'amener des idées.
donc en brainstorm, du coup de composition, de scénario, de mise en scène, et du coup aussi dans la génération d'images. Et donc là, c'est toujours un petit mixte, des choses qu'on ne peut pas faire et qu'on rajoute en fait avec l'intelligence artificielle, et ça rejoint les exemples que disait Charles juste avant. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs marques comme ça, donc il y a plein d'exemples d'autres marques, mais du coup je vais pas toutes les citer, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir l'évolution des usages et de l'utilisation en fait dans les métiers des marques et des publicitaires. Moi, ce que je retiens de ton témoignage, hein, c'est aussi le fait que certains publicitaires s'emparent de ces outils, au-delà de dire ouais ça va nous remplacer, etc. Non, ils les prennent par la main, ils s'entraînent avec et ils vont plus loin dans leur métier, ce que je trouve vraiment formidable. Je voulais vous partager. Alors, celles et ceux qui sont avec nous sur TikTok vont voir cette vidéo. Vous qui écoutez le podcast qu'on est en train d'enregistrer en direct, vous entendrez le son uniquement. Je vais vous présenter une publicité pour un parfum qui n'existe pas. Voilà, qui n'existe pas. Ça s'appelle Fracture. C'est une invention d'un publicitaire très talentueux. Il s'appelle Stéphane Gallieni. Il travaille dans le monde du luxe, en fait. C'est un publicitaire et il a innové. Vous allez voir cette publicité, écoutez-la. Je vais lancer le live pour que vous puissiez écouter le son. Écoutez le son, vous qui êtes sur le podcast et vous qui êtes sur TikTok, regardez. Bastardo, manipolatore, chiacchierone, bamboccione, seduttore, stronzo, macho, megalo, beau parleur, ma così bello. Fracture, the new eau de toilette for men. How to resist. Incognito influencer fragrance. Vous voyez la magie, là rien n'existe. C'est une publicité totalement inventée par Stéphane. C'est juste fabuleux. Vous qui l'avez écouté, vous dites, tiens, on aurait cru une publicité pour un parfum. Ça rappelle furieusement un parfum qui démarre par A, puisqu'on parle de fracture. Toutes ces images que vous avez pu voir si vous êtes sur TikTok sont générées par l'IA. Et le truc génial, c'est que Stéphane, en fait, ça lui a ouvert les portes d'énormément de boîtes de luxe qui travaillent maintenant avec lui pour préparer leur film publicitaire. Vous voyez, donc là aussi, pour moi, cet exemple-là, il est assez intéressant. Se dire que des gens qui sont un peu curieux, qui ont du talent, qui ont des idées, qui ont du jus créatif, savent s'emparer de ces IA génératives pour finalement faire de façon très simple et très belle des réalisations dignes de grands publicitaires. On regardera dans les commentaires ce que vous avez pensé. C'est un pro derrière. Oui, il n'y a pas de magie. C'est Alice qui nous dit c'est un pro derrière. Ça rappelle Égoïste de Chanel, Scandale de Gaultier. Voilà, il y a tous les codes. Il a intégré les codes du luxe. C'est assez magique. Merci. N'hésitez pas dans vos commentaires à dire ce que vous en pensez. Tiens, d'ailleurs, Jean-Emmanuel, qu'est-ce que tu en as pensé de cette fracture de Stéphane ? Bah écoute, moi je trouve ça super intéressant. Ça me rappelle un petit peu ce qui avait été fait il y a quelques années au niveau du design avec Oraito qui avait fait des faux produits pour les marques de luxe pour lancer sa carrière. Je trouve que voilà en fait faire des choses qui parlent qui mettent en avant des marques, leur représentation, parler c'est quelque chose de super intéressant parce que ça permet à la fois de créer des imaginaires, d'inventer des univers avec les générer je dirais aussi simplement quoi, juste avec un prompt et voilà, donc c'est quand même intéressant. Ouais, c'est bien. Hein. Alice, tes réactions là-dessus sur cette pub ? Bah ouais, comme je disais, là, elle est super, la pub jusqu'au flacon, pour ceux qui ont l'image. Mais voilà, ça émane d'un spécialiste du luxe, qu'on a mangé de la pub de luxe et du packaging. Et justement, il a ajouté plein d'autres rêves. Donc ça confirme qu'une bonne IA, c'est bien, mais un produit luxe derrière pour savoir ce qui marche ou pas, c'est indispensable pour avoir une pub à ce niveau-là, quoi. Génial. Charles, ta réaction là-dessus ?
C'est bluffant parce que tu peux même croire au concept. C'est-à-dire, je sais pas s'il l'a fait exprès, Stéphane, mais en tout cas, il a dû le travailler, c'est sûr. Comme le dit Alice, c'est un professionnel. Il a fait un résultat qui est proche de la réalité, non pas pour décrédibiliser, mais pour montrer l'accélération qu'il y a aujourd'hui. Et ce qui est assez drôle, c'est que finalement, on a tous vu, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur TikTok, on a tous reconnu les codes des parfums de luxe. Du coup, ça rejoint le point qu'on évoque depuis tout à l'heure. Comment se démarquer si c'est une énième pub où on voit à peu près les mêmes choses, auxquelles on s'attend la même chose, avec la même fin attendue. La question se pose, est-ce qu'il faut être un peu audacieux et changer le code, ou est-ce qu'il faut rester dans ces codes-là, mais essayer de trouver une nouvelle manière de les amener, comme l'a fait Stéphane, de manière très brillante. Ouais, alors, je vais laisser la parole à Christian. Je voudrais qu'il me donne son feedback là-dessus et je vous donnerai à peu près après, moi, ce que j'en ai pensé. Christian, je te laisse nous donner ton feedback sur cette pub pour Fracture. Bah écoute, c'est très bien. C'est vrai que les codes tout de suite, ils sont reconnus. Et c'est vrai que c'est un travail avec l'intelligence artificielle qui est intéressant. C'est vrai que le milieu du luxe, je le vois de plus en plus, il se l'accapare vraiment. Du coup, c'est vraiment un travail conjoint. Et c'est super intéressant. Et c'est vrai que la réflexion de comment se démarquer, elle est importante. Donc, en tout cas, c'est pas avec l'IA pour l'instant, du coup, parce qu'on reste dans la boucle, hein, Charles l'a redit. Donc, c'est vrai que on reconnaît tout de suite et comment se démarquer. C'est vrai que là, j'ai un petit peu de mal à pousser plus loin. C'est encore une histoire de data et ça reste vraiment lié en fait à ça. Et c'est vrai que là, par contre, l'IA a bien compris. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de pousser trop loin derrière la recherche. C'est qu'elle a bien repris tous les codes de publicitaires luxe parfum. Et c'est vrai que tout de suite, on sait. Et du coup, comment se remarquer? Alors là, se démarquer, là, par contre, ouais, ça va être... je dis pas qu'autant, mais je pense que ça va être... il y aura rapidement des solutions. Ouais, il y aura rapidement des solutions. Alors, moi mon analyse du travail qu'a fait Stéphane, bon, déjà, c'est ce que disait Alice, hein, c'est un professionnel de la publicité qui connaît tous les codes. J'y vois deux clins d'œil. D'abord, cette pub, elle est extrêmement bien faite parce qu'elle marche aussi bien en visuel que en audio uniquement. Vous qui avez entendu cette publicité sur le podcast, vous vous êtes rendu compte qu'il y a tous les codes, effectivement, du luxe. Là où c'est génial, c'est que Stéphane a eu aussi l'idée d'utiliser l'italien pour pouvoir faire passer des mots qui, en français, ne donneraient rien. Voilà, on a entendu bastardo, etc. Ça marche vachement bien en italien, ça donne des codes. Dans une autre langue, ça n'aurait pas forcément marché. Ce qui est rigolo aussi, je pense qu'il a fait un deuxième clin d'œil, c'est-à-dire que c'est bourré de choses extrêmement conventionnelles. C'est vraiment un travail très fort parce qu'il est arrivé à mettre dans cette pub, dans cette fausse pub, tout ce qui fait la convention des marques de luxe. Vous savez, on parle souvent de convention, vision et disruption. POC à mes amis de chez TBWA et BDDP. Mais voilà, donc il a mis la convention et il est allé chercher. Donc il a fait une double démonstration. Pour moi, c'est vraiment une double hélice, ce qu'il a réussi à mettre, et je trouve ça vraiment formidable. Je vais relaisser la parole à Jean-Emmanuel, qui nous a trouvé une petite pépite. Alors, c'est Becherel, parce que Jean-Emmanuel est un homme de lettres, c'est ça. Je vais la mettre à l'écran, et Jean-Emmanuel, je te demanderai de nous la décrire pour permettre à celles et ceux qui nous écoutent sur le podcast de comprendre ce dont il s'agit. À toi de jouer. Oui, en fait, moi je trouve que ça, il y a un peu une continuité dans ce qui avait été Becherel ta mère ou des choses comme ça. Et je trouve que voir Becherel qui se joue des mots que peuvent créer une mauvaise orthographe, hein, je trouve que c'est vraiment bien. Alors on voit c'est comme si on était sur Midjourney avec un slash, imagine, mais un petit port de pêche avec un port PORC, quoi. Et donc on voit ce que ça génère en fait. Et je trouve que tout ça c'est intéressant parce que ça remet un petit peu les choses au centre du village, c'est-à-dire que l'IA peut créer plein de choses, mais elle peut aussi créer elle peut créer des choses qui n'existent pas, elle peut avoir des hallucinations et on peut découvrir des choses. Enfin, ça c'est un peu de la sérendipité, mais c'est un truc qui nous amène à nous questionner sur réellement qu'est-ce que je veux faire. Alors est-ce que je veux découvrir la cyanolite, qui est une colle qui avait été découverte parce que quelqu'un s'était
trompé dans des, et avait inventé la colle alors qu'il faisait tout à fait autre chose. Et voilà, donc c'est ça aussi, cette part de, je trouve que de jouer là-dessus pour parler de l'orthographe et bien, nous amener à réfléchir sur ce qu'on veut bien formuler, c'est quand même très intéressant. Ouais, et en fait, tu vois, dans ce que tu as décrit, je trouve que c'est vraiment ce qu'on peut appeler une pub. C'est-à-dire que c'est pas de la réclame. Il y a de l'intelligence. Ça fait appel à l'intelligence du lecteur. Il y a beaucoup de connivence. Tu nous fais le / imagine, un petit port de pêche authentique. Donc on est vraiment, et après le bouton generate, on est vraiment dans les codes de ceux qui ont compris l'IA. Donc déjà, ça, je trouve que ça permet à montrer que la marque Becherel, qui est pas toute jeune, hein, qu'on a tous connue il y a très longtemps, eh ben elle est dans le coup. Elle est vraiment dans le game. Et puis, elle vient nourrir aussi sa promesse de marque en disant, grâce à l'intelligence artificielle, on peut créer des images avec des mots. Encore faut-il avoir les bons. Elle est fabuleuse. C'est une pub qui mériterait un grand prix. Peut-être qu'elle en a eu, je ne sais pas. Mais Charles, toi qui es dans le secteur de la communication, comment tu analyses cette pub ? Elle nous ramène sur les fondamentaux la chose de base, parce que même Becherel ta mère, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avec l'essor des réseaux sociaux, il y avait effectivement pas mal de personnes qui, même s'ils sont plutôt jeunes pour l'époque, parlaient encore en langage SMS, où à l'époque le nombre de caractères allait conditionner le coût du SMS. Donc on avait réduit les mots à des sons ou des quelques syllabes. Et là c'est intéressant parce qu'en fait il montre aussi avec cette image que vous avez beau avoir la machine la plus puissante du monde, si vous ne maîtrisez pas les codes de base de la communication, à savoir le langage et l'écriture, vous ne serez incapable de pouvoir l'utiliser correctement en tout cas. Et c'est merveilleux parce que ça montre à quel point cette machine n'a rien d'intelligent, ne réfléchit pas et qu'elle n'est qu'un reflet accéléré de ce qu'on pourrait faire si nous on devait s'y mettre. Hein. Cette image-là, quelqu'un pourrait la faire, mais ça lui demanderait, 100 fois, 1000 fois plus de temps. Donc en termes de communication, c'est vraiment passionnant parce que ça remet le cœur du sujet, de savoir bien écrire et bien savoir s'exprimer aussi. Typiquement, là, on s'en rend pas compte, mais alors ce qu'on appelle l'art de prompter, qui est un peu surexagéré, on va pas parler d'art, mais savoir prompter, savoir transmettre une idée assez claire et précise, ça devient de plus en plus important, notamment pour la communication et dans les messages qu'on veut faire passer et pour éviter les buzz, comme on a pu avoir pendant l'investiture. Et là, on parle même pas de paroles, mais juste d'un geste. Pour ceux qui ont vu le geste d'Elon Musk, donc qui a amené beaucoup d'interprétations diverses et variées. Je vous laisserai à votre propre opinion, mais voilà, c'est pas anodin. Et si on n'arrive pas à communiquer déjà, à faire les communications de base entre les bonnes personnes, on voit que ça, avec des machines, ce sera encore pire. Tu as raison, hein, ce qu'on appelle un peu pompeusement l'art du prompt, mais c'est surtout la capacité à savoir s'exprimer. Et on dit toujours, avec les IA génératives, c'est la qualité du prompt qui fait la qualité du résultat. Donc si vous ne savez pas faire finalement le brief à la machine, les instructions, et peut-être qu'on va revenir aussi dans le secteur de la communication, l'importance du brief, et là c'est POC à nos amis les annonceurs et les marques, faites des vrais briefs, pas des trucs fourre-tout où vous voulez réussir 17 objectifs avec un budget cacahuète, que vous ne connaissez d'ailleurs pas au départ. Faites des briefs précis, et c'est comme ça que vous aurez le meilleur des résultats par vos agences et par vos créatifs. Je pense que c'est super important. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver, je pense, aussi la valeur, comme tu le disais, Charles, la valeur des mots, la valeur des idées. Et donc, ça signifie que les machines ne savent pas tout faire. Il faut ramener de la créativité et du métier, comme on l'a vu avec l'exemple de Stéphane. Alice, tu avais envie de faire un pas de côté. Oui, j'avoue, je suis pas aussi positive que vous sur cette publicité que je trouve sympa, mais le souci c'est qu'elle est déjà obsolète. Il suffit de faire le test sur nos outils et c'est déjà plus le cas. Les IA, même ChatGPT, Gemini, ils confondent plus le port avec un C et le port avec un T. Jean-Emma nous en avait partagé plusieurs de Becherel aussi, avec une maison dans une forêt de pins où on voyait une maison entourée de baguettes. Et pareil, le pain PIN, enfin
il y a un gros travail qui est réalisé autour des analyses contextuelles, des corpus de mots pour savoir si un mot est le bon dans le contexte. C'est le WSD, Word Sense Disambiguation, enfin la désambiguation lexicale. Et c'est comme un peu le test que tu avais fait, PPC, il y a certains temps pour les omelettes d'œufs de lapin, pour ceux qui ont la ref. C'est vrai que ça, c'est en plus c'est dur un peu pour une marque qui essaye justement de se moderniser, d'utiliser une image qui maintenant est obsolète, je pense. Allez, autre exemple d'une boîte qui a développé de l'IA, mais de façon très très intelligente. Là, on est plutôt dans le software pour réaliser et aider tous celles et tous ceux qui font de la post-production. Vous savez, la post-production, c'est quand on a, je sais pas, un film, et puis derrière, il faut le monter, le raccourcir, couper des choses, faire différents formats, le mettre pour YouTube, le mettre pour du TikTok, le mettre pour de l'Instagram, faire des shorts, bref, faire plein de choses. La boîte s'appelle Ave, c'est une boîte française. Ils ont fait un outil assez incroyable. Vous mettez le film initial dans l'outil, il va analyser toute la data, et ça rejoint ce que disait Christian tout à l'heure, il va analyser toute la data présente dans ce film, que ça soit le son, les couleurs, le rythme, les images, les personnages, les objets, le storytelling qu'il y a dans ce film, et à partir de là, il y a des boutons magiques où vous lui dites, tiens, ce film de 20 minutes, j'aimerais que tu m'en fasses une version d'1 minute. Et hop, il y a une magie. Et là où l'outil permet même de calculer l'engagement potentiel que vous aurez sur TikTok ou sur YouTube ou sur Instagram en fonction du résultat et amenant celui qui monte à améliorer pour que le résultat ait plus de performance sur les outils. C'est complètement dingue. Ça prend vraiment quelques minutes. C'est pour moi une révolution dans le domaine de la post-prod. Je sais pas, tiens, comme les communicants, là, vous en pensez quoi? Comment vous réagissez, Charles? Je trouve ça formidable. Parce que ça permet de gagner du temps. Alors, dans un premier rapport, je vois ça formidable parce que ça nous permet de gagner du temps, d'aller à l'essentiel et de voir si la machine a compris. Et ça se trouve dans le tas de mini-choses qu'elle va pouvoir faire en post-prod, il y a certainement beaucoup d'entre elles qui vont être bonnes. Maintenant, je me pose la question, ça va accélérer, certes, donc on va augmenter le volume. Est-ce que la qualité sera toujours... alors, c'est pas l'outil qui va le permettre, mais si on commence à se dire qu'on va pouvoir produire beaucoup plus rapidement des petites vidéos très courtes, est-ce que pour autant, on en parlait tout à l'heure, est-ce que ce sera toujours pertinent sur le fond, un format du minute 30? Quand je vois aujourd'hui ce qu'on nous demande sur une vidéo TikTok qui doit durer 1 minute, parfois des sujets très sérieux et très complexes, c'est pas toujours évident, 1 minute, c'est un peu court. Et l'autre point, sa remise en question côté agence et côté graphiste, quand on demande de produire des mini-vidéos et qu'on nous fait payer à la journée homme, ça va, il y a un bouleversement économique et organisationnel. Je prends la casquette de chef de projet. Si effectivement il me faut encore moins de temps que prévu pour la post-prod, pour la production tout court, derrière je vais mettre encore plus la pression côté canaux de diffusion pour avoir des résultats rapidement, et voire même, de ce que tu nous dis, on va pouvoir challenger les équipes et leurs plans de communication pour voir si ce que mon IA a prévu, ça se correspond bien sur leur plan à eux. Ouais, ça sent la boucle de rétroaction aussi, c'est-à-dire qu'on va connecter les agences médias directement avec la post-prod pour qu'ils puissent commander le film ou le vecteur qui amènera les meilleurs résultats. Il y a une question de... Tiens, Jean-Emmanuel, je crois que tu te poses une question sur le sujet. Ah, et le micro est fermé. Oui, c'est une fois par épisode, ça. Oui, voilà. J'étais tellement dedans que voilà, en fait, c'est la qualité perçue, c'est-à-dire est-ce que finalement à faire tant de choses, à générer des choses sur des canaux différents, à faire plein de messages, est-ce qu'on finit pas par diluer tout ça, et est-ce que finalement les gens vont continuer à voir les messages, est-ce que voilà, c'est ça la question que moi je me pose là, tu vois, c'est un peu c'est peut-être un peu ironique, mais si on nous noie dans sous des tonnes de publicité ou de messages, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va en rester là-dessus pour nous? Alice, tu réagis comment là-dessus?
Et le micro fermé aussi, c'est... Non, là, moi, j'étais en train de commenter, j'essayais de commenter. J'étais en train d'imaginer le dialogue de sourds entre deux personnes qui diraient « t'as vu la pub machin ?» Mais en fait, ils ont pas du tout vu la même pub parce qu'ils sont pas ciblés pareil et c'est juste deux voisins. Ça peut, ça risque d'être amusant. Mais est-ce que une pub, hein, ça pourrait presque être une pub, ce que tu viens de décrire. Ça pourrait presque être une pub. Et on l'a reperdu. C'est vrai. Ok. Alors, je vous propose maintenant qu'on passe peut-être à différentes questions. N'hésitez pas, celles et ceux qui sont présents pendant ce live sur TikTok aussi, à nous donner des éléments de réponse. Ouais, on passe aux questions parce que à l'ère de l'IA, je pense que c'est et on le pense tous, hein, c'est en se posant des questions qu'on y voit plus clair, même si on n'a pas toutes les réponses. Mais déjà, l'art du questionnement, je pense que c'est un bon début. Alors, je vais poser les questions un peu à la rédac. La première que j'ai, d'après vous, l'IA est-elle un assistant ou un rival pour les agences de publicité ? On va poser comme ça et ça va poser le rôle des agences de pub à l'ère de l'IA. Question pour Christian. Bonne question. Écoute, Rival, je pense qu'il y a eu ce réflexe, et c'est pas que je pense, c'est que je l'ai vu pour ayant travaillé avec les agences. Du coup, oui, c'est un rival parce que c'est le piège que certains clients voient la facilité, ça va beaucoup plus vite. Il suffit que je demande la création d'un contenu, ça me le crée tout seul en quelques secondes. Bon, si on n'est pas pressé, si c'est plus long, ça peut prendre plusieurs jours. Et c'est vrai que l'art du prompt, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est vrai de contextualiser ce qu'on veut. Donc ça prend beaucoup de temps et des fois c'est beaucoup plus long que de passer par une agence. Donc il vaut mieux continuer à passer par une agence. C'est mon avis personnel. Mais c'est vrai que hormis passer ce stade de rival, donc de crainte où chacun s'observe, du coup c'est de travailler ensemble. Donc il y a une partie faite avec l'IA des deux côtés. Et c'est vrai qu'après les propositions se challenge parce que c'est vrai que l'IA, il y avait des commentaires tout à l'heure justement. C'est vrai que donc où ça travaille avec et ça peut être force de proposition aussi sur les tendances. Ça permet donc d'identifier ce qu'on peut essayer de cibler comme audience, comme la façon de présenter, l'angle de présenter un produit. Par exemple, on parlait des parfum tout à l'heure, peut-être qu'en demandant à une autre IA, justement, on aurait un autre angle de vision de ce packaging de parfum et d'amener, du coup, la surprise. Donc, pourquoi pas? Et ça, j'y crois. Et c'est vrai que donc, ça peut que fonctionner ensemble. Je pense qu'il y a toujours toute agence et tout client, je pense, dans toute entité, toute entreprise, il y a ce petit moment d'hésitation où on se regarde un petit peu en chien de faïence, un petit peu sur le côté. Toi, du coup, tu vas vouloir me remplacer. Et en même temps, il y a ce petit côté client, tu payes une agence et du coup, l'agence te répond. Et pourtant, ils sont habitués à bosser avec elle depuis des années. Du coup, c'est elle a dû faire ça avec l'IA et puis elle me facture quand même. Donc, il y a toujours ce petit de chaque côté. Mais je pense qu'il faut se faire confiance. S'il n'y a pas la confiance, de toute façon, on ne pourra rien faire. Mais du coup, voilà, c'est de bosser. Donc, d'arrêter de voir ça comme rival, mais du coup, comme allié. Ouais, c'est une très très bonne conclusion, je pense, et j'aurais presque tendance à dire, on a les agences qu'on mérite et on a aussi les annonceurs qu'on mérite quand on est une agence. Tiens, allez, autre question qui gratouille. Les IA peuvent-elles devenir des marques elles-mêmes? Charles? Alors, je vais répondre oui. Déjà, je vais reprendre la définition d'une marque par l'INSEE. Au sens de la propriété, industrielle, la marque est un signe. Alors, je mets des guillemets parce que signe, effectivement, derrière, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises. Vous allez le voir, permettant de distinguer précisément les produits ou prestations de services d'une entreprise de ceux ou celles de concurrents. Donc, le signe, ça peut être un mot, un nom, un slogan, un logo, un dessin, ou et il y a plein d'autres choses, ou la combinaison de ces différents éléments. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des IA génératives qui vont se personnifier et qui vont elles-mêmes devenir des marques. Je prends l'exemple sur Instagram. Il existe des profils depuis des années qui sont des IA sans que les gens le sachent. En fait, ce sont des personnes qui sont générées par des IA génératives et qui promeuvent parfois des produits avec des liens. Et c'est là où on voit, en fait, on n'a pas besoin d'avoir un être humain, on a besoin d'une mise en scène, d'avoir un visage, une forme de marque avec tous les codes associés de la marque. Et même si on fait rétrospectivement, par exemple pour KFC, c'était le Colonel Sanders qui est une vraie personne, qui a été la personne, la marque aujourd'hui de KFC. C'est sa tête qui a dessus. Ronald McDonald à un moment donné était la marque pour McDonald's aussi. Donc une IA, ça peut tout à fait le faire, et c'est déjà le cas. Et Cocorico, on a un exemple. Je pense que ça va faire plaisir à Anne dans le chat. On a Anne Kerdy. Alors Anne Kerdy, ça vous dit rien, peut-être que certains connaissent. Sur Instagram, en fait, c'est une influenceuse qui promeut la Bretagne, donc les régions, les périmètres, etc. Donc c'est bien affiché, la personne qui est à l'origine de ce compte
a en toute transparence mis que effectivement c'est une IA, cette personne n'existe pas, elle a été générée par une IA, mais parce qu'on a personnifié, parce que c'est sur Instagram, bah, du coup, c'est devenu un rapport de confiance. Mais imaginons que cette personne, au lieu d'être un être humain, était un extraterrestre ou autre et que ça vantait les mérites de la Bretagne, ça aurait très bien pu être aussi une marque. Donc c'est très intéressant le pouvoir de la personnification à travers une IA et en fonction des canaux. Donc oui, les IA peuvent devenir des marques. Après, ce qui va être intéressant, c'est est-ce qu'il y a dans les nouvelles entreprises qui vont arriver, certaines vont utiliser des IA comme des marques. Voilà une bonne chose. Ouais, ça c'est une bonne possibilité. Tiens, peut-être même question, Jean-Emmanuel, sur cette question, les IA peuvent-elles devenir des marques elles-mêmes? Tu verrais ça comment? Comme je disais dans le commentaire, on va peut-être avoir des sondeurs IA qui vont tester des POC d'agences IA. Je trouve que bon, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on assiste à une émergence de choses nouvelles, de métiers nouveaux, et puis il y a peut-être des trucs auxquels on n'a pas du tout pensé pour l'instant qui vont émerger et demain seront incontournables. Et voilà, enfin moi je trouve que c'est véritablement la beauté de tout ça par rapport à l'IA, que ce soit les IAG ou autres, ou simplement l'IA dans la publicité, quoi. C'est je trouve qu'on a de belles promesses de bataille ou de débat par rapport à tout ça, et je suis vraiment content par rapport à tout ce qu'on va pouvoir en faire, quoi. C'est ça. Ouais, super. Je profite, je rebondis sur les commentaires. Il y a un magnifique commentaire de Marianne qui dit marque, dit univers de marque, et elle poursuit en disant, et là, ça devient vertigineux dans son croisement avec l'IA, et parce qu'en fait, le problème, c'est que, nous dit Marianne, c'est qu'une marque se revendique comme telle, et pas forcément une IA. Donc en fait, on est en train d'ouvrir peut-être une nouvelle voie. Charles, tu réagis comment au propos de Marianne? Je suis tout à fait en face, parce que ça va devenir un peu Inception, vous savez, c'est l'IA qui fait la marque. Enfin, c'est assez, le côté vertigineux est tout à fait vrai, parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas comment les gens pourraient accueillir le fait qu'une IA devienne une marque. Et ce qui serait très drôle, c'est que cette IA qui est devenue une marque utilise une IA pour faire ses pubs avec des IA. Donc c'est ça va très loin là dans les poupées russes, mais oui, et on sait qu'aujourd'hui une marque c'est pas simplement un logo. Il y a toute l'expérience qu'on fait avec. Par exemple, Rolex ne vous vend pas des montres, mais un statut social. Nike ne vous vend pas des chaussures, ils vous vendent de la volonté, etc. Donc dans l'univers publicitaire derrière associé qui construit les marques, qu'est-ce qu'on va faire derrière? Qu'est-ce que Anne Cardi est-ce que Anne Cardi nous vend la Bretagne ou elle nous vend un merveilleux voyage ou des choses comme ça? Voilà. Intéressant. Et Marianne qui continue en disant c'est peut-être, est-ce que ça fait peur aussi tout ça? C'est vrai que si les IA se mettent à créer des pubs qui vont être vues par des outils et par des IA, à la limite on les laisse bosser entre elles. C'est les IA qui créent des pubs pour que des IA les voient et fassent des chiffres. Ça va peut-être remplir les bons tableaux de bord du grand chef à plume, mais en fait en vrai on sera totalement passé à côté de l'histoire. C'est peut-être d'ailleurs l'opportunité, je sais pas, finalement de réenchanter la pub, la vraie. Je parle pas de la réclame. Je parle pas de pour moi la réclame, c'est le truc qui, je dirais, qui a très peu d'idées, à part marteler. Donc ça c'est très bien, on peut balancer ça à plein d'IA, mais ça reconnaît pas un truc merveilleux, ça reconnaît pas l'intelligence du consommateur. Alors que la pub, elle joue sur le levier d'amener de la connivence et de faire réfléchir le consommateur. Donc je pense que c'est là. Tout à l'heure, je voyais dans les commentaires certains qui disaient c'est quoi la différence entre les deux. Bon voilà, c'est ce que moi je vous donne. Voilà, au moins, et peut-être Marianne le dit, au moins il faut être clair, avouer, pas cacher que c'est fait avec de l'IA. Il y a aussi cet aspect énormément responsable, je pense, sur le sujet. Allez, on va prendre un peu de recul et ça m'amène peut-être à poser la question de dire, en fait, ça sert à quoi un annonceur et ça sert à quoi une agence à l'ère de l'IA? Et là, je te passe la patate chaude, Charles. Eh oui, to be or not to be. Eh ben, to be, of course. Donc, être ou ne pas être, ce sera être pour les non-anglophones. À l'ère de l'IA, en fait, l'annonceur et l'agence, je vais y arriver, ils sont très utiles
sont très utiles. Tant que les données ne sont pas suffisantes et que l'IA ne s'est pas créée par elle-même. Encore une fois, l'IA ne s'est pas créée, elle ne fait que générer et répéter des choses. Après, il y a une question à se poser, c'est qu'aujourd'hui, je pense que on l'observe tous, il y a un effet nostalgique dans les médias, dans les divertissements. L'année 2025 va être une année phare en termes soit de remake, soit de suite de films, de séries existantes. Je pense à Marvel, les remakes, vous avez un nouveau Superman qui va sortir, etc. Donc on voit qu'on n'est plus du tout dans la création, mais on est en train de juste régénérer des nouvelles choses avec 2-3 ajustements. Ce qui est intéressant côté annonceur et agence, on l'a vu tout à l'heure et tu le disais bien avec Christian, c'est que côté agence, on va avoir peut-être besoin d'un peu moins de monde. Mais ce qui est aussi vrai côté annonceur, parce que ça veut dire que là où on devait être 10 autour d'une table pour réfléchir, on sera peut-être plus que 5. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, ça va réduire les équipes. Mais il y a une chose qui est importante et qui reste encore à la main, soit des annonceurs, soit des agences, c'est ce qui était lié à ce que je disais de l'audace, c'est-à-dire la capacité que ces métiers qui sont spéciaux, qui sont des créatifs, que aujourd'hui l'IA est incapable de faire, ces métiers-là, côté annonceur et côté agence, alors plus côté agence, parce qu'aujourd'hui c'est le boulot des annonceurs de demander ça, de sentir éventuellement des choses, mais le côté agence notamment sur le côté créatif. Je sais pas si vous vous souvenez de cette pub de Renault dans les années 90 où il y a un émir avec son fils, donc l'émir plutôt traditionnel, le fils en costume très moderne, et l'émir lui dit voilà, j'ai fait le Grand Palais, j'ai épousé une très belle femme, enfin son fils a un énorme palais, une très belle femme, etc. Et puis ils arrivent devant une voiture et je sais plus ce que c'était, je crois pas une 4L, mais voilà une petite voiture qui avait l'air de rien, etc. Il dit la voiture ça va pas et le fils lui demande et pourquoi? Pas assez cher mon fils. Aujourd'hui, ce serait impossible qu'une IA puisse générer ça du fait de toutes les restrictions que l'on a en termes de créativité, de liens, de bienséance, etc., de codes moraux de l'époque, etc. Donc c'est là où on voit qu'en réalité, ce sont les limites de l'IA et c'est là où la puissance des annonceurs et des agences est encore utile. Maintenant, demain, si on arrive à faire sauter ces barrières ou que on arrive à délimiter pour que ça reste effectivement quelque chose qui reste un peu respectueux, qui reste plus de l'ordre de clin d'œil que de l'outrance ou de l'injure. Là, effectivement, les agences et les annonceurs, parce que faut savoir que la publicité, c'est pas que les équipes marketing. Il y a des équipes communication qui sont vraiment dédiées là-dessus. Du coup, pourrait se réduire à peau de chagrin, limite à des boîtes mail, à des passe-plats par rapport à ce qui peut être demandé, voire limite, on met deux machines ensemble, elles communiquent et on a la chose toute faite. Alors, le fait que tu dises que les équipes puissent être réduites, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Non pas pour que ça supprime des emplois, c'est pas ça. Mais c'est qu'en fait, sur un sujet donné, il y ait juste le nombre nécessaire, ce qu'on appelle un peu les pizza teams, vous savez, du côté de chez Amazon. Là, on met juste l'équipe des gens qui font. Ça permet d'avoir finalement peut-être moins de comités, mais plus de commitment. C'est-à-dire qu'en fait, on aura moins de gens autour de la table qui ont un mot à dire et plus de gens qui font. Donc, c'est aussi ça qu'amène, à mon sens, une vraie pub. C'est-à-dire que c'est aussi du courage et généralement, ça se décide avec le directeur général qui met en fait c'est ce qu'il a dans le ventre sur la table pour faire une vraie pub. Ça demande du courage, ça demande de faire des choix et s'il y a trop d'intermédiaires, on fait de l'eau tiède et ça ne marche pas. Voilà, ça c'est mon point de vue sur le sujet. T'en penses quoi? Ouais, PPC, je voudrais juste rebondir rapidement par rapport à ce que disait Anne dans les chats avec la peinture et la photo, et je pense que ça va faire lien avec ce que dit Marianne, sur le fait que Marianne dit si l'IA permettait aux créatifs de vraiment devenir disruptifs, de nouveau vraiment créatifs et de sortir du cadre, et ben c'est tout à fait vrai, c'est vraiment lié avec la photo, parce que quand la photo est arrivée, en fait les résultats à l'époque, avoir une peinture qui était l'usage pour pouvoir avoir un cadre chez soi, la photo est arrivée pour moins cher, plus rapide et de meilleure qualité. J'avais l'équivalent d'une peinture. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est que les différents peintres ont rivalisé de technicité pour faire en sorte que quand une personne passait devant leur peinture, ils étaient incapables de dire si c'était une photo ou une peinture.
Et plus tard sont venus d'autres courants de surréalisme, le cubisme, etc. qu'on connaît dans le XXe siècle. Donc c'est intéressant, moi je suis tout à fait en phase avec Marianne. Je pense que les IA vont amener les gens qui n'avaient pas cette capacité à être créatifs, qui est un peu la masse. Hein, ça représente pas tout le monde, n'est pas forcément créatif, c'est pas un tort. Ça va les amener à faire ça. Comme on a vu PPC dans certaines de tes vidéos de TikTok, on avait des gens qui d'un coup pouvaient devenir musiciens parce que avec une IA générative et un ou deux prompts bien sentis, derrière ils pouvaient créer des morceaux. Bah là du coup ça va amener ces professionnels créatifs à aller encore plus loin. Donc je rejoins tout à fait ce que disait Marianne. Si on prend un peu de recul, Alice, d'après toi, ça sert à quoi un annonceur et une agence à l'ère de l'IA ? C'est vrai que je partage vraiment ce qu'a dit Charles, à savoir que certes le rôle des annonceurs et des agences il va évoluer, peut-être que les équipes vont se réduire et comme tu l'as dit PPC, les décisions et le courage des fois ça se dilue dans des équipes trop nombreuses, donc ça c'est peut-être pas un mal, mais autant l'IA va automatiser des tâches, tout ce qu'on a dit, hein, l'analyse de données, la segmentation d'audience, donc logiquement libérer du temps pour que les professionnels se concentrent sur la stratégie et la créativité. Et je pense que justement ça peut-être qu'on va revoir typiquement en amont des campagnes, on peut imaginer un retour des bons gros brief bien plus précis qui était un petit peu désormais un peu survolé pour donner de la matière à la machine déjà, mais aussi des consignes et des orientations bien précises qui garantissent déjà que les campagnes reflètent vraiment l'identité de marque qu'on a envie. Donc ça en amont, au milieu des agences qui vont apporter vraiment leur expertise, vraiment comme on disait qu'il y ait plus peut-être des équipes moins nombreuses mais plus spécialistes, que ce soit en matière de storytelling ou de création de contenu innovant. Et puis surtout, faut pas oublier en aval un gros check du résultat et des informations délivrées pour éviter les bad buzz, parce qu'on a quand même eu quelques exemples de beaux bad buzz et même de grandes agences. Typiquement le film de Scorsese, vous vous rappelez de l'histoire? Coppola, pas Scorsese. C'est Coppola. Coppola. Ouais. Allez, avec Metropolis, Megalopolis. Ah ouais, je l'ai pas encore vu, tiens. Où en fait, ils avaient fait une bande-annonce qui a été diffusée à plusieurs millions d'exemplaires et c'était Lionsgate qui avait fait ça. Et en fait, ils avaient décidé de rebondir sur le fait que par le passé, Coppola avait déjà fait plein de films qui étaient devenus depuis des classiques, mais qui, quand ils étaient sortis, s'étaient fait complètement bâcher. Et ils ont fait donc un film, avec tout plein de fausses critiques, mais c'était pas des vrais fausses critiques, et ils ont pas revérifié les suggestions de critiques qu'avait proposé l'IA. Ça fait un méga bad buzz. Faut toujours vérifier ce que fait l'IA, hein. Ça peut raconter des fadaises, comme dirait l'autre. Même question, tiens, Jean-Emmanuel, ça sert à quoi à un annonceur, une agence à l'ère de l'IA selon toi ? En fait, alors moi je vais rebondir sur ce que dit Alice sur le bad buzz. En fait, qu'est-ce que ça change concrètement pour une agence et pour un annonceur? Parce qu'aujourd'hui, regarde, il y a eu des pubs qui ont été faits par l'IA, comme par exemple Google Gemini qui avait fait une pub pour les JO Olympiques en proposant aux jeunes de faire de faire une lettre à leur sportif préféré, ou alors il y a eu Coca-Cola aussi, mais finalement est-ce que ça a changé quelque chose foncièrement? Est-ce que ça a fait quelque chose de différent? Est-ce que ça a dévalorisé les marques? Finalement, moi je crois pas, et j'ai envie de dire, tu vois, un petit truc qu'on dit dans le monde des startups, c'est fake it until you make it. Ouais, ça c'est bien joué. That is the question, c'est comme dirait l'autre. Christian, sur la même question, ça sert à quoi une agence et un annonceur aujourd'hui? La même question. Écoute, pour répondre à Jean-Manuel, c'est vrai que du coup sur le droit à l'erreur, donc c'est vrai qu'on a tous le droit de se tromper, c'est le propre de l'être humain, donc c'est comme ça qu'on nous reconnaît, même je dirais par rapport à une machine. Par contre, c'est vrai que se tromper pour une marque, ça peut avoir de lourdes conséquences. Mais c'est vrai que les exemples qu'a donné Jean-Emmanuel, c'est vrai que qu'est-ce qui s'est passé après? Donc c'est vrai que ça fait du buzz, mais du coup ça fait quand même de la visibilité en fait, donc c'est pas de la pub mais ça fait de la visibilité pour les marques. Du coup c'était peut-être pas le bon moyen, donc il y a peut-être eu des erreurs de conception, de diffusion, mais voilà. Puis du coup je vais revenir aussi sur ce qu'a dit Charles, parce que par rapport à ta question PPC, Charles, du coup il a joué le rôle d'annonceur et d'agence de création, parce qu'en fait il m'a fait rêver.
juste du coup quand il a cité tout à l'heure, donc il a cité les IA qui du coup vont me transformer en chanteur et en musicien. Ben là, du coup, il m'a fait rêver, et je pense que c'est exactement ça. Donc annonceurs et agences donc vont rester. Alors c'est deux métiers différents. Annonceur, c'est plus de la communication, mais du coup voilà, par rapport à l'agence qui est plus dans la créativité. Donc les deux vont pouvoir jongler et profiter de l'intelligence artificielle. Ce que tu disais, PPC, c'est très juste. Du coup, ça va réduire les effectifs, non pas pour l'emploi, perdre de l'emploi, mais du coup, pouvoir faire de l'emploi augmenté, donc être plus proactif. Moi, je vois aussi des exemples pour des équipes plus petites, des petites agences, en gros, par rapport à des grosses agences qui ont des gros moyens. Je vais pas citer de nom, mais vous connaissez très, très bien, j'en suis certain, les grosses agences de publicité. Donc là, du coup, c'est énorme, les équipes. Et c'est vrai qu'on fait appel à eux. Du coup, on a des produits livrés, plusieurs en fait, il y a plusieurs propositions, donc ça prend du temps, et c'est vrai que c'est immense, il y a tellement de monde qui travaille dessus que c'est immense, avec toutes les durées possibles. On parlait des durées de publicité tout à l'heure, donc c'est vrai qu'il y a le cinéma avec les 3 minutes, il y a la télé, du coup c'est pas ça, c'est entre 3 et 120 secondes, mais du coup voilà, donc c'est des grosses équipes. Là, des petites équipes vont pouvoir faire la même chose avec de l'intelligence artificielle et proposer plusieurs propositions, plusieurs axes, plusieurs angles, donc pareil, donc toujours avec la communication, donc là c'est avec l'annonceur qui va pouvoir préparer le terrain avant, puis après accompagner à la suite. C'est aussi le travail de l'annonceur, donc de suivre. On en a parlé un petit peu, j'ai vu des échanges là-dessus dans le fil des commentaires sur le SEO, donc l'équivalent en fait, du coup pour les sites internet, pour les réseaux sociaux, du coup sur les parties médias et publicité, sur la monétisation. Et c'est vrai que là, du coup, au niveau des annonceurs, on va pouvoir aussi profiter en fait de l'intelligence artificielle qui va pouvoir analyser les retombées et du coup s'améliorer et cibler, vraiment bien cibler par rapport à une audience, voilà, sans retomber dans le piège. Je suis désolé, je reviens dessus, mais du coup on l'a abordé au début avec Charles. Voilà, du coup au niveau de la data, du coup faire attention toujours au piège, d'avoir des biais, de boucler du coup et d'enfermer les gens toujours, donc qu'avoir les mêmes contenus. Donc voilà ce que je peux en dire. Merci beaucoup. Ouais, sur l'histoire des petites agences. Bon, c'est vrai que c'est des grandes agences. C'est vrai que souvent, à leur décharge, c'est compliqué. C'est-à-dire que, c'est des grandes campagnes publicitaires. Il y a du boulot, un énorme travail. Et c'est vrai que ça ressemble souvent à un générique digne de Hollywood parce que c'est des super productions en fait qui sont faites. Donc ça va peut-être ouvrir. Et j'aime bien ton histoire de dire ça peut ouvrir des opportunités à des agences de taille plus petite. Marianne dans les commentaires dit c'est marrant. Des pubs qui ont été faites par l'IA, il y a quand même toujours quelqu'un et même une équipe qui bosse derrière. Et oui, en fait, l'IA n'est pas encore autonome. C'est peut-être la bonne nouvelle. Il faut du métier. Allez, on continue avec les questions qui gratouillent. Allez, est-ce que les IA peuvent rendre les marques trop prévisibles et donc moins surprenantes pour leurs audiences, pour les consommateurs? Alice? Oui, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure quand on parlait de parfum ou même d'authenticité, de différenciation. Mais oui, selon comment on nourrit l'IA et comment on l'utilise, les différents outils d'IA, il y a vraiment un risque d'accroître la prévisibilité pour les marques si les IA sont mal utilisées ou en se basant sur des données passées, des modèles standardisés, les IA vont tendance à reproduire des schémas qui ont déjà fonctionné et ça peut conduire à des campagnes qui vont être trop formatées, ce qui va limiter la surprise et l'émotion chez les audiences. Alors créer l'émotion, c'est quand même l'objectif, voire même pire, toujours selon comment l'IA elle a été paramétrée, alimentée, on peut se retrouver à utiliser les ressorts d'une campagne d'un concurrent direct si on lui a pas dit ce que les autres ont déjà fait en parallèle, par exemple. Mais bon, ça, à la décharge de l'IA, c'est déjà une erreur qui est arrivée à des humains en agence qui se faisaient retoquer par mais machin a déjà fait un truc qui ressemble il y a 2 ans. Et donc même si l'IA est bien nourrie, bien promptée, bien intégrée dans les diverses étapes de la démarche stratégique, elle peut au contraire libérer du temps pour les équipes créatives pour leur permettre d'explorer des pistes et trouver des concepts innovants, mais l'humain doit rester au cœur du processus, sinon oui, c'est un vrai gros risque. Ouais, parce que les IA se nourrissent de data et si elles s'autogénèrent, c'est un peu compliqué. Je te garde avec moi. Autre question, est-ce que la créativité générée par l'IA est-elle, selon toi, vraiment créative ou c'est simplement de la réplication? C'est une question plus profonde qu'on pourrait croire, avec presque une question subsidiaire, à savoir est-ce que les créations qui sont faites par des humains ne sont-elles
elles-mêmes souvent pas réplicatives, car elles sont nourries de toute la culture, les influences, les créations déjà réalisées, sans même des fois que le créateur s'en aperçoive. Il y a aussi le cas où c'est complètement assumé, comme les mash-up ou ce qu'on va appeler poliment des références ou des hommages. Mais pour répondre à ta question, à rester focus sur la création publicitaire, la créativité générée par IA est souvent plus réplicative que réellement innovante, vu qu'elle, comme on vient de le dire, elle répond sur des modèles entraînés à partir de données existantes, après qu'elle combine, qu'elle adapte, qu'elle extrapole des données. Mais parfois de ces différents mix, l'IA peut amener à réfléchir à des pistes qu'on n'avait pas envisagées, vu qu'on peut lui demander plus facilement que forcer notre cerveau de penser out of the box. Donc elle peut se retrouver à être un amplificateur de créativité en faisant des suggestions qu'on n'aurait pas envisagées, permettant ensuite de bâtir dessus quelque chose d'unique auquel on va apporter l'intuition ou l'émotion humaine, l'human touch. La fameuse human touch. Et dans les commentaires, Marianne dit, c'est quoi la créativité ? Les créatifs savent bien que chacun ajoute une petite pierre à l'édifice par effet de rebond. Voilà, puis on a LSL Maker qui nous dit, mon avis, c'est que l'IA va remplacer la créativité humaine. Ça, j'y crois pas une minute. J'y crois pas une minute. Enfin, je veux pas y croire, on va tout faire pour que ça marche pas. Question, tiens, créativité générée par l'IA, c'est vraiment créative ou c'est simplement réplicative ? Christian ? Bonne question. Écoute, je vais répondre comme toi. Que l'IA va remplacer la création humaine. Bon, non, alors c'est même pas une minute. Moi, c'est même une seconde. J'y crois pas du tout. Et on verra bien si je me trompe. J'avais déjà fait des paris il y a quelques temps. J'avais raison sur certains, j'avais tort sur d'autres. Donc heureusement, c'est bien que je suis un humain et pas une IA, donc du coup c'est très bien, parce que sinon je me tromperais encore plus souvent si j'étais une machine, en tout cas IA. Et puis coup pour la créativité, c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire, et on en est très loin. Par contre, moi je vois une association PPC par rapport à ce que vient d'être échangé là, du coup à plusieurs. C'est vrai que donc il y a ce biais, du coup c'est vraiment répétitif, donc ça on le sait, voilà, c'est répétitif de pas un morceau entièrement, c'est des briques de répétition de ce qui existe déjà. Du coup, ça fait du coup une illusion d'une création, mais c'est pas une création. Par contre, on peut s'en servir. Donc moi, j'aime bien m'en servir comme ça en texte. Et puis, du coup, l'image, mais en recherche, du coup, en génération, c'est du coup là pour la publicité, pour le média en fait. Et puis, du coup, pour les annonceurs, pour les agences, on peut s'en servir autrement, d'une façon différente de chercher de la créativité qu'on peut pas. C'est du coup d'aller lui demander en fait ce qui a déjà été fait, parce que du coup les agences savent ce qu'eux elles ont fait, savent un petit peu la concurrence, donc ça fait partie de leur cursus évidemment, du coup puis après d'expérience professionnelle, mais c'est qu'il y a cette capacité d'aller chercher très très vite, et du coup on peut lui demander, je recherche tous les plans médias qui ont parlé de ceci avec telle cible, etc., en présentant tel produit, etc. Du coup ça permet d'avoir du coup ce qui a déjà été fait, et du coup là justement dans le mode créatif, c'est d'essayer de faire du coup forcément quelque chose d'autre qui va être surprenant. Donc du coup c'est de le prendre la réflexion à l'envers. Mais c'est vrai que la vie créative, pour l'instant ça reste des réplicants de réplicants, et c'est qu'une illusion la créativité sur ça. Et c'est vrai que je vais finir pour passer la main quand même. Qu'est-ce que c'est qu'une création? Alors c'est vrai que du coup on peut revenir sur le droit d'auteur, on en parle beaucoup. En fait c'est une œuvre originale, et c'est vrai que là pour l'instant il n'y a pas d'œuvre originale, et c'est une œuvre de l'esprit, et ça l'IA, on en est encore très très loin. Waouh, joli, joli, joli. Alors bon, la créativité générée par IA, elle est vraiment créative ou simplement réplicative, Jean-Emmanuel ? Si on regarde TikTok, on peut dire que c'est réplicatif, parce que t'as beaucoup de... chez moi, ça a un peu disparu, mais il y avait beaucoup de vidéos de mèmes où les gens se mettaient en scène pour des situations. Mais en fait, c'est réducteur, parce que... si tu répliques ce que font les autres, en fait, tu n'es pas créatif. Par contre, c'est contre-intuitif par rapport au fait de sortir de sa zone de confort. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu fais les mêmes choses, tu fais des choses par facilité, et en fait, si tu veux sortir de ta zone de confort, il faut prendre des choix, et prendre des choix, c'est difficile. Et aujourd'hui, je trouve que ça devient, pour pas mal de gens, le fait de choisir, c'est compliqué.
Et pour moi, c'est ça la créativité, c'est faire des choix difficiles. Parce qu'à partir du moment, par exemple, tu fais le choix d'être un anticonformiste par rapport à toi, en fait, tu te conformes par rapport à un choix et tu devras toute ta vie être ça. Et le fait d'être créatif, c'est peut-être aussi à un moment donné d'avoir des opinions et d'avoir des choses et de ne pas être dans la ligne dans laquelle tu te places à un moment par rapport à qui tu es. Donc voilà, je trouve qu'il faut, c'est ça qui est intéressant là-dedans, c'est que tu peux, il faut sortir de tout ça pour aller gratter et trouver de la créativité au travers d'autres choses. Dans tout choix, il y a renoncement, ce que j'entends, et puis il faut du courage. Ok, bien vu. Charles, tu réagis comment sur cette même question ? La créativité gérée par IA, c'est vraiment créatif ou c'est réplicatif selon toi ? Je dirais que c'est créatif dans le sens, encore une fois, ça génère quelque chose. Après, la créativité pure, non. Elle ne fait que refaire des choses déjà faites. D'ailleurs, on a le même, on a les mêmes commentaires vis-à-vis de styles de musique ou de films où on se dit ça c'est du machin refait, ça c'est du machin refait, ça c'est. Et en fait, c'est très drôle parce qu'on dit ils ont sorti un nouveau film, ils ont créé une nouvelle œuvre, mais qui en fait reprend des codes de choses déjà existantes. Donc ça n'a plus rien de véritablement créatif. Et c'est très drôle parce que quand on regarde les films dans les années 50, 60 jusqu'à 70, il y avait une richesse de scénarios qui ont inspiré quasiment, je vais être un peu dur, mais 80% des films qui sont sortis depuis le début des années 90. Et c'est assez dingue. Alors, je mets la science-fiction à part puisque à l'époque, ils n'avaient pas les moyens techniques pour faire, quoique certains étaient quand même déjà bien inspirés, mais c'est intéressant de voir que dans certains cas, ils arrivaient à être inventifs, créatifs, en reprenant certains codes, mais très légers, et en ayant une vraie inspiration nouvelle. Et d'autres, on avait l'impression limite d'un copier-coller. Ils auraient appelé ça un remake, ça aurait été beaucoup plus honnête dès le départ. Donc, le créatif, ça peut générer des choses, mais pas créatif au sens comme l'être humain peut créer de nouvelles choses et faire preuve d'inventivité. Excellent. Alors, il nous reste encore quelques minutes pour ce direct. On a encore pas mal de choses à voir. Autre question. Charles, ne bouge pas. J'en ai une pour toi. À quoi ressemble selon toi, ou va ressembler selon toi, l'avenir du storytelling publicitaire dans un monde qui pourrait être dirigé par les IA ? Alors pour moi, ça va ressembler à une impasse scénaristique qui se répète sans cesse. J'ai essayé de le faire en une prise, ça n'a pas été facile. Encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, ça ne fait que répéter des modèles existants. Christian le disait dans le chat, ils vont avoir à peu près tous la même trame, celle de raconter une histoire. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit, on sait ce qui se passe à peu près. Il y a une situation normale, un élément disrupteur qui va changer le quotidien, un obstacle et la résolution et un happy ending, ou en tout cas une fin qui permettra d'avancer en ayant appris des choses le long du chemin. Donc voilà à peu près l'idée qu'on a des trames aujourd'hui. Les gens, ils pourront presque anticiper du coup les chutes et il y aura plus d'expérience, ils vont plus vivre d'expérience de marque, ce qu'on disait avec Marianne tout à l'heure, à savoir de dire c'est pas juste un logo, c'est plein de choses autour de la marque qui font qu'on l'apprécie. Ou alors ils vont vivre la même chose, quelle que soit la marque. Donc demain, vous imaginez que ce soit LVMH, Bic ou Decathlon, vous allez vivre la même expérience. C'est juste éventuellement les visuels qui vont changer un petit peu en fonction de ce que la data et l'IA auront analysé par rapport à ce que vous aimez bien et ce qui vous fait cliquer. Donc c'est assez compliqué, parce que le storytelling, c'est aussi un élément des marques, qui soit simple ou multiforme. Ça demande parfois de se démarquer de l'époque ou des tendances pour toucher davantage les gens. Aujourd'hui, je vais vous citer un exemple. À l'époque, on en revient aussi encore une fois, c'est marrant Christian, sur Orange. Ils avaient fait... Au tout début des iPhones, on a parlé de la technologie digitale. Si je vous dis technologie digitale ou nouvelle technologie, vous allez naturellement penser à des écrans et vous auriez tout à fait raison. Et le contre-pied qu'ils ont pris, c'est de montrer la main d'un bébé avec la voix d'un grand-père et qui explique à quoi serviront chacun de ses doigts. Là, c'est pour téléphoner, là, c'est envoyer des messages, etc. Et c'est pour dire, en fait, on va vous accompagner dans cette révolution digitale, etc. Et c'est très drôle parce que ça, je ne pense pas qu'aujourd'hui, une IA aurait été capable de faire ce genre d'histoire, puisqu'on sort d'une trame classique qui va être assez disruptive et qui va nous interpeller différemment, puisqu'en plus, le fond du propos n'est pas l'objet in fine,
mais la personne qui va utiliser ces objets, etc., avec en plus le message intergénérationnel entre le bébé et le grand-père, avec l'avenir, ancienne, nouvelle génération, voilà, et tous les jolis messages qu'on peut voir là-dessus, qui vont nous marquer, puisqu'on sait que les périodes de Noël en France, il y a pas mal de marques qui en profitent pour faire des campagnes très spéciales, qui vont aller sur l'émotion, qui vont nous porter sur une expérience. Ils vont pas forcément devoir nous vendre quelque chose, ils vont vouloir nous faire vivre surtout quelque chose. Donc c'est pour ça que le storytelling dirigé par Léa, c'est finalement peut-être la fin de la nouveauté. Mais comme on se le dit depuis tout à l'heure, on trouve qu'en ce moment, au niveau de la créativité, on est en train de refaire des choses qui existaient déjà, et malgré tout ça vend. Donc, est-ce que la nouveauté fait-elle vendre tant que ça ? Donc, je pense que oui, mais pas de manière aussi directe que peut le faire un storytelling classique qu'une IA pourrait reproduire demain. Chapeau, bien vu. J'ai envie de poser la même question à Jean-Emmanuel. À quoi ressemble, selon toi, Jean-Emmanuel, l'avenir du storytelling publicitaire dans un monde qui serait dirigé par les IA ? Tu vois ça comment ? Bah écoute, alors là, je vais être dystopique. Hein. Pour moi, c'est de l'overtelling, c'est-à-dire oh mon Dieu, raconte, c'est quoi ? This is over. Non, mais en fait, c'est arriver à ne plus pouvoir lire quelque chose parce que c'est du contenu qui est généré par de l'IA et en fait, tu vas apprendre quoi ? Enfin, comment tu vas faire le tri dans tout ça pour savoir qu'est-ce qui est généré et voilà. Enfin, en fait, tout à l'heure, je suis tombé sur un truc qui disait que dans LinkedIn, 60% des posts étaient écrits par de l'IA. Et je me dis, mais en fait, si c'est ça, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt voilà, ça me fait penser à des émissions de télé où à la fin on disait, voilà, vous pouvez éteindre votre ordinateur et retourner à la vie réelle. Peut-être que ce serait une bonne chose. On va savoir parler à des gens. C'était une émission de télé en noir et blanc, ça, non ? Ouais, je crois. Ça s'appelait Au-delà du réel, je crois. C'était vachement bien, d'ailleurs. C'était le samedi après-midi avec un certain Bernard Gollet qui présentait ces choses-là avec Denis Fabre et Garcimore. Voilà, vous avez tout, ça donne un âge, je sais, c'est foutu. On continue sur cette question du storytelling publicitaire dans un monde dirigé par l'IA. Alice ? Bon, on peut espérer quand même que tous ces grands spécialistes dont on parle prendront réellement en compte tout ça et qui serviront de l'IA pour créer justement un storytelling publicitaire hybride qui va être interactif et ultra personnalisé grâce à l'IA, où les marques pourront raconter des histoires qui s'adaptent en temps réel aux préférences, aux comportements, aux émotions. Justement, on parle d'émotions depuis tout à l'heure de chaque individu, surtout que dans le futur, la réalité augmentée, le métaverse, enfin, il y a plein de tech qui auront peut-être réellement massivement émergé, ce qu'ouvrira la voie à des nouveaux formats narratifs complètement inédits où tout le storytelling il sera repensé. Peut-être même qu'on pourra imaginer justement des campagnes publicitaires algorithmiques mais conçues pour évoluer sur des décennies. Et l'IA associée à toutes les techs du futur, ça laisse quand même présager tout plein de possibles, mais où l'humain restera certainement l'instigateur et le fil conducteur. Sauf si on imagine un futur, comme on disait tout à l'heure, où on délègue nos choix et nos achats à nos assistants IA, et là, c'est nos IA qu'il faudra convaincre. Et alors, là, ce sera peut-être l'IA qui sera la mieux placée pour savoir comment convaincre l'IA qu'elle a en face. Ouais, je prends merci Alice. Je prends un commentaire dans le live sur TikTok. C'est LSL Makers qui nous dit en fait il n'est pas tout à fait d'accord parce qu'il dit tous ces outils là d'IA seront selon lui obsolètes dans 6 mois, dans 12 mois. C'est vrai qu'on voit que ça va tellement vite qu'il y a un remplacement en permanence et une course à la créativité dans les outils. Ça doit être drôlement compliqué quand même pour nos amis publicitaires ou nos marques ou nos annonceurs pour finalement se dire je m'empare, je me forme, je commence à maîtriser un outil et paf, ça y est, ça change. Jean-Emmanuel, toi qui regarde ces différents outils et de temps en temps avec une grosse prise de recul, comment tu vois ça ? Bonne question. En fait, c'est un petit peu comme une douce folie, c'est-à-dire que tu
Tu te lèves avec un caillou que tu vas casser pour en faire une pointe, et puis le soir t'as une découpeuse laser qui te permet de réaliser le manteau que tu veux, quoi. Enfin c'est enfin voilà, c'est un peu raccourci, mais c'est-à-dire que parfois j'ai l'impression qu'on n'a plus le temps d'ingurgiter et d'arriver à trouver quelque chose à en faire quelque chose d'autre. En fait, on n'arrive plus à se laisser ce temps-là, et moi je trouve ça assez déstabilisant, en fait. Tu penses qu'il faut prendre le train à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui est complètement dessus sur la nouveauté, ou au contraire, calme et raison garder, prendre un peu de recul, laisser faire et attendre que les bons sujets émergent vraiment? Ça serait quoi la recommandation que tu donnerais, toi? Waouh. Ah oui, waouh. Non, mais en fait, je pense il faut laisser parler son intuition, quoi. C'est-à-dire que si vraiment le truc qui te plaît, vas-y à fond, quoi. Voilà, la vie se charge suffisamment de nous mettre des barrières devant nous, et si on a des possibilités de faire quelque chose de nouveau, il faut pas s'en priver. Il faut pas s'en priver de tester, de toucher les potards pour décaler, faire en sorte que ça marche moins bien pour voir ce que ça donne. Oui, il faut un peu malmener les choses pour parfois en tirer des choses différentes, et voilà, je dirais, faut pas. Après, voilà, est-ce qu'on peut courir après tout? Non, mais on peut faire des choix à des moments donnés. Alice, j'ai vu dans les commentaires que tu avais réagi. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu recommandes? Je disais de se tenir au courant de tous les trains existants, mais pas de monter dans tous. Ça, c'est aussi encore une punchline, c'est incroyable. On a une matière pour faire connaître ce podcast, ça sera dingue. Allez, c'est la dernière séquence, la partie qu'on adore dans ce podcast aussi et dans ce live sur TikTok. C'est un peu la partie actu. Voilà. Tiens, Alice, je te garde sous le coude. C'est quoi la partie actu en ce moment pour toi? Ah ouais, c'est ce qu'on disait, ça évolue tellement vite, c'est vraiment pas les actus qui manquent, quoi. Il y en a 10 par jour, c'est même dur à suivre. La première que j'avais vue, c'est parce que c'était vraiment en rapport avec ce qu'on disait, et ce qu'a abordé Jean-Emma tout à l'heure quand il parlait du fait qu'il y avait 60% des contenus déjà sur LinkedIn qui étaient générés par IA. Il y a une étude de la plateforme GetApp qui dit que près de la moitié des contenus diffusés sur les réseaux sociaux, mais toutes sources, c'est-à-dire créés aussi bien par des particuliers que des professionnels, 50% va être créé par IA d'ici 2026. Et la plateforme avait fait aussi une étude auprès de 1600 marketeurs européens, dont 135 français, qui indique que il y a plus de 60% qui ont déjà utilisé l'IA pour la marque qu'ils gèrent, que ce soit pour des images ou du texte. 45% ont même travaillé des slogans avec. Et encore, c'est du déclaratif. Donc si on ajoute en plus tous ceux qui vont pas oser le dire, ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont pas toujours très transparents, qui vont pas s'inventer, plus les UGC, ça va devenir très prioritaire, quoi. Et la deuxième info, alors bon, parce que c'est vrai que d'habitude cette rubrique c'est une rubrique actu de l'IA, pas que de la publicité et des marques. Et je l'ai lu, donc c'est pas lié directement à ça, mais je l'ai lu hier dans Slate, et c'est un peu le souci, ce qu'on disait Becherel sur les mots, les homonymes malheureux. C'est Gemini hier qui a fait une grosse boulette après ChatGPT qui nous recommandait il y a quelque temps de manger de la colle et des cailloux. Je sais pas si vous aviez suivi ça, la colle sur la pizza. Là, c'est Gemini qui recommande l'utilisation de sextoy avec ses enfants, avec le Magic Wand. Donc comme ça s'appelle baguette magique, il dit c'est très ludique et facile à acheter en ligne. L'erreur d'IA, ça vient d'une étude. Elle est énorme. Elle est horrible, elle est énorme, elle est horrible. D'une étude qui émane en fait du département de la santé et des services sociaux du New Hampshire, qui recommande aux thérapeutes une technique qui est aussi appelée Magic Wand, mais sans aucun lien bien sûr, vu que ça consiste aux enfants de demander s'ils avaient une baguette magique, ce qui changerait dans leur vie, pour résumer, quoi.
Donc Melia de Google a vu magiquement d'enfants bien faits et d'autres mots-clés et ça a donné cet horrible quiproquo. Et statistiquement, c'était assez proche, donc ça se ressemblait. Donc elle est allée chercher en disant... Et oui, on parlait des corpus tout à l'heure. Et hop, voilà, la data, comme nous dirait l'ami Christian. Allez, on continue peut-être. Jean-Emmanuel, actualité, tu as des choses à nous recommander ? Figure-toi que pas plus tard que cet après-midi, je suis tombé sur un épisode de Comptoir de l'IA qui parle justement de la publicité avec Fred, un des créateurs de l'agence Fred et Farid, qui est parti s'installer aux États-Unis et qui a monté une agence d'IA. Et donc il parle un petit peu de tout ça, de l'aventure. Et c'est marrant parce que t'as un peu l'impression d'un Far West, quoi. J'aime bien. Enfin, j'ai pas tout écouté, mais je trouve que c'est très très séduisant. Je retournerai l'écouter la fin demain et voilà. Enfin, je vous le conseille parce que j'ai trouvé que les 20 premières minutes étaient très alléchantes. Ouais, très très bon podcast qu'on recommande, l'ami Nicolas Guillon, Comptoir de l'IA, voilà. Et puis le Fred et Farid, belle aventure parce qu'effectivement il a pivoté, il a lancé un collectif de créatifs qui s'emparent en fait de ce sujet et je crois qu'ils sont basés à Los Angeles, je crois, sur ce studio un peu créatif, nouvelle génération. Donc là aussi, ça relance les dés. Et on va voir émerger des talents créatifs, forcément. J'en avais parlé d'ailleurs dans une de mes newsletters sur justement la démarche de Fred et Farid sur le sujet. Charles, actualité, IA, publicité, que tu as regardé, ce que tu as trouvé récemment. Je pense que certains l'ont peut-être déjà vu, mais vous savez que l'animal le plus bankable et le plus viral sur les internets, c'est le chat. Et certains se sont amusés à créer des vidéos où on voit des chats cuisiner, puisqu'on adore aussi la cuisine, notamment en France et aussi aux États-Unis, cuisiner des recettes où tu vois un chat, par exemple, en train de couper du carotte, des légumes, faire chauffer. Donc c'est assez intéressant parce que pareil, on en revenait sur le principe de pub et d'influenceur. On sait que les chats, ça fait énormément rigoler, cliquer, liker, etc. Si en plus demain, on est capable de leur faire tout ce qu'on veut, ça risque d'intéresser énormément certaines marques et pas forcément celles qu'on pense dès le début, parce que là je vous ai dit qu'ils pouvaient cuisiner. Il y a une célèbre marque de pneus, je crois, qui utilise déjà un chat, mais c'est un chat animé, presque dessin animé. Là on a vraiment l'impression de voir des vrais chats en train de faire des mouvements et tout. Donc ça promet de belles personnifications et je pense de plein de nouveaux ambassadeurs à poil pour les publicités à venir. Si les ambassadeurs sont à poil maintenant, on est bien parti. Christian, est-ce que tu as vu des actualités IA ? Dis donc, on est mal barré, c'est clair, avec les ambassadeurs, si c'est comme ça. Écoute, au niveau de l'actualité, une qui me concerne professionnellement, évidemment, parce qu'en plus, c'est un sujet que j'avais porté, j'avais été les voir directement, c'était l'année dernière, en fait, il y a un peu plus d'un an, d'ailleurs. Du coup, c'est la CNIL, le 15 janvier, c'était il n'y a pas très longtemps, le 15 janvier, c'est moins d'une semaine, c'est pas très longtemps, en principe, mais c'est vrai que ça, pour l'IA, c'est il y a très longtemps déjà. Mais du coup, c'est la CNIL, en fait, qui a sorti, donc ce 15 janvier, en fait, son plan stratégique 2025-2028. Donc là, ça met le point, en fait, rapidement, parce que je vais pas tout lire, vous irez voir. C'est pour encadrer, en fait, les usages de l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas sur l'AI Act, donc c'est différent. Donc, c'est vraiment la jonction. Donc, on en avait parlé avec eux, justement, quand j'étais allé voir. C'était entre le RGPD, du coup, qui existe déjà, et du coup, le AI Act. Et du coup, c'est deux instances différentes qui les gèrent. Du coup, c'était l'interface entre les deux, parce qu'évidemment, ça pouvait pas être resté en dehors, et ça pouvait que s'opposer au bout d'un moment au niveau réglementaire. Donc, c'était pas jouable au niveau de l'Union européenne. Et donc là, ils ont sorti donc du coup ce plan stratégique. Donc du coup, ça encadre les usages, mais exactement la protection des données, la cybersécurité, la protection du coup tout court, mais des mineurs, entre autres. Puis ça accompagne du coup tous les usages du numérique avec l'intelligence artificielle au quotidien. Donc ça, c'est une grosse actu, du coup qui m'impacte, mais je pense que c'est pas que moi, parce que c'est professionnel, mais du coup, je pense que ça va impacter beaucoup, et c'est une continuité qui va se renforcer avec l'AI Act. Puis après, autre actualité, écoute, j'ai
Il y en a beaucoup. Et puis donc, je me suis dit, tiens, je vais demander à une intelligence artificielle quelles sont les actualités. Alors, je précise, une intelligence artificielle qui est connectée, hein, pas une qui a sa base de données qui s'est arrêtée en 2021. Du coup, j'ai eu des trucs assez rigolos dedans. Alors, des choses, du coup, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je vois que le Royaume-Uni cherche à créer un rival local à OpenAI dans le but d'en faire un leader mondial de l'IA. Alors, peut-être que c'est vrai. Moi, celle qui me fait le plus rigoler, alors peut-être qu'elle est vraie, hein, elle me fait sourire, mais peut-être qu'elle est vraie. Donc, je sais pas si dans les commentaires, peut-être plein de vous, en tant que chroniqueur, vous la connaissez. Le Vatican a publié des lignes directrices pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ses services. Donc c'est voilà, des trucs comme ça. Donc il y a des choses assez qui me paraissent peut-être vraies dedans. Il y a des études avec des pourcentages sur l'utilisation en France des 18-25 ans de ChatGPT. Voilà, c'est plus de 76% qui l'utilisent. Donc ça me sort des infos comme ça que je n'ai pas été vérifié. Donc Charles l'a dit, Alice l'a dit, PPC tu l'as dit, Jean-Emma tu le répètes souvent, et moi je martèle avec ça à chaque fois qu'on interroge, qu'on a un résultat, donc là en texte entre autres, ou ça peut être en vocal maintenant, hein, souvent, bah, c'est d'aller vérifier quand même l'information. Donc là c'est une information que j'ai pas été vérifiée, donc je ne sais pas. Donc toujours vérifier ces informations. T'as bien raison, toujours vérifier. Après, on peut aussi se faire une veille, une veille totalement farfelue. Peut-être que ça nous permettra d'être extrêmement créatifs. C'est tous les jours, le 1er avril, si vous ne vérifiez pas. Donc, il y a des canulars partout, en fait, dans les IA. Donc, profitez-en. Allez, moi, en actu, je vous renvoie vers une sélection de livres que j'ai fait dans ma dernière newsletter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je fais la page de pub bonjourppc.substack.com. Voilà, donc c'est 100% IA, c'est toutes les semaines. Vous avez plein d'actu, une revue de presse, plein de choses. Et là, je donnais donc effectivement des ouvrages à lire, une sélection de livres sur l'IA pour bien comprendre, je dirais, les grands enjeux qui sont derrière cette révolution IA. C'est très important, à mon avis, de se faire une culture sur le sujet pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Voilà, mes amis, c'est la fin de ce live sur TikTok. Vous qui êtes arrivés jusqu'ici, merci. Vous qui écoutez le podcast, merci aussi. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, un commentaire, partager tout ce que vous voulez sur tous vos réseaux sociaux. C'est important, ça va nous aider à décoller, aller encore plus loin. Ça, c'est très, très chouette. Et puis, si vous êtes sur Spotify, vous pouvez aussi mettre des étoiles et puis même mettre des commentaires et voir répondre au sondage. Voilà, vous aurez tout ça dans les notes d'épisode. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Merci la rédac. Merci Alice. Merci Charles. Merci Jean-Emmanuel. Merci Christian. Merci. On a fait 1h30. C'est dingue. J'adore. Connected Mate.